Alors Jean-Luc Butch, c'est quelqu'un qui travaille chez Nikon, qui est commercial en région Est, chez nous, chez Nikon. C'est aussi un photographe-auteur. Vous avez peut-être déjà vu ces magnifiques livres de photos. Ton dernier s'appelait Rocks, en noir et blanc, voilà, sur les Grands Canyons aux États-Unis. En fait. C'est un livre qu'on peut trouver à la librairie en bas. Je pense. Alors vous voyez, chez Nikon, les gens qui travaillent chez Nikon ne sont pas seulement des fonctionnaires de la place, si on peut dire comme ça, de la marque Nikon. Ce sont des gens qui sont vraiment passionnés d'image, qui la pratiquent et qui ont vraiment une réelle démarche photographique. Et je pense que justement, ça me fait plaisir que ce soit Jean-Luc qui nous présente cette présentation Nikkor, parce qu'il pratique et il sait de quoi il parle. Bonsoir, bienvenue sur le stand Nikon. Et évidemment, on va vous parler de toute la gamme des objectifs, notamment des dernières pépites qui sont arrivées, comme vous les avez pu les découvrir, peut-être déjà au bar optique, et notamment celle qu'a présentée et utilisée Eric tout à l'heure. Donc Guillaume, merci de me passer à la slide suivante. Voilà, donc les pépites qui sont arrivées depuis l'été dernier, c'est le 105 mm f1.4. On a pu en voir la démonstration, Eric nous l'a parfaitement démontré. Et il y a un vrai savoir-faire optique en termes de construction et d'approche sur ces optiques-là. La seconde optique qui vient d'arriver, évidemment, c'est le 70-200 2.8 VR FL. Qu'est-ce qu'il apporte en plus? Il vient compléter tout simplement la gamme mythique des zooms qui ouvrent à 2.8. Notamment, vous avez le 14-24, l'incontournable 24-70. Et avec ça, on appuie et on consolide la gamme avec des vraies nouveautés optiques qu'on va développer par la suite. Et évidemment, alors ça c'est une petite pépite pour moi qui suis photographe, le PC19, qui est une optique qui est vouée aux photographies d'architecture, mais également au paysage. Et elle a une réelle utilité en paysage, notamment, on verra par la suite, pour ses bascules, pour ses décentrements, pour l'art et la manière de rentrer dans le paysage et de le vivre différemment, et d'assurer en tout cas ces nettetés, ces profondeurs qu'on cherche quand on est en train de se mouvoir dans un paysage. C'est très important. Alors évidemment, le 70-200, je pourrais vous citer toutes les caractéristiques techniques et les lister une après l'autre. Il est plus léger, il est de meilleure qualité d'image, il est meilleur en résistance, il est meilleur en autofocus, il est meilleur en stabilisation. Ça, ce sont des caractéristiques optiques, mais je pense qu'avant tout, ce qui est plus important, et ce qui est plus important pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui va être utile et bénéfique pour vous quand vous achetez une optique de la sorte. Donc, tout d'abord, un peu d'histoire. Effectivement, Nikon, c'est quoi? À l'origine, c'est une optique, la Nippon Kogaku, qui a été fondée en 1917, qui fait quoi? Des optiques de microscope et des jumelles. C'est sa vocation première. Et en 1932, Nikon décide de fabriquer les premières optiques qui sont dédiées à la photographie aérienne. Et là, c'est le début de la gamme Nikkor, avec plus tard, entre 1946 et 1948, le développement du premier Nikon One, qui va être le début d'une saga photographique que vous connaissez avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on va fêter dans pas très longtemps, l'année prochaine, en 2017, le centenaire Nikon. Et je pense que ça va être riche en un événement, et puis on a beau passé historique. Alors Nikon, c'est quoi? C'est 100 ans d'innovation technologique, technique, mise au service des performances optiques. Je passe sur les objectifs Nikkor qui, vous le connaissez, est une vraie spécialité chez nous. Mais Nikon, c'est aussi le sport optique, les télémètres laser pour les gens qui vont au golf, qui vont mesurer à quelle distance arrive leur barre de golf. On fait des optiques comme ça pour rendre service sur le terrain. Et également, on est dans la microscopie médicale et industrielle. Et évidemment, le matériel de précision qui sont la fabrication des steppers qui permettent aujourd'hui de photographier et de mettre des circuits imprimés pour faire tout ce qui est composants et chez nous capteurs. Et enfin, on a aussi la métrologie industrielle. Évidemment, toutes ces divisions de chez Nikon permettent de concentrer et de développer chacun de son côté des technologies qui lui sont propres. Et il arrive quelquefois qu'on décide de les transférer ailleurs. Et ça a été le cas sur une technologie qui s'appelle le nanocristal et que vous retrouvez aujourd'hui sur une bonne partie de notre gamme optique. Et quel est l'intérêt? C'est tous les optiques qui sont siglées d'un N. D'un N, Chez nous, ouais. sont des optiques nanocristal.
Donc c'est quoi? Ça a été au départ les avantages, on les verra tout à l'heure, mais en fait les techniciens et les ingénieurs Nikon se sont dit waouh, sur nos wafers on a des lentilles qui font 1 mètre de diamètre, les rayons arrivent dans tous les sens, c'est pas pareil homogène au centre ni sur les bords. On a les petits photons qui arrivent là, ils sont pas très disciplinés, ils rebondissent dans tous les sens. Et ça, c'est particulièrement pas possible en photographie. Ce qu'on cherche, c'est que la transmission et la perte de lumière soient minimisées. On a réussi à faire ça avec le verre nanocristal. Donc qu'est-ce qui fait le verre nanocristal? On va vous expliquer que ici on a superposé 14 lamelles de verre qui ne sont pas traitées. Puis on a appliqué un traitement qui est le traitement classique jusqu'à présent qui avait été utilisé par Nikon. Et puis enfin, on arrive au traitement nanocristal. L'effet est sidérant et bluffant parce qu'on a une transmission parfaite, on n'a plus d'image fantôme, on n'a plus de flair, ou enfin, en tout cas, on a réussi à le minimiser. Et ça, c'est une réelle gageure parce qu'aujourd'hui, avec des optiques comme le 70-200 de 8 qui vient de sortir, je vous prie de croire, 22 lentilles en 18 groupes, là, on comprend l'intérêt d'un traitement anti-reflet. Et effectivement, qu'est-ce que c'est le traitement nanocristal? C'est tout simplement un traitement de revêtement qui a été mis pour supprimer les surfaces air-verre et assurer une meilleure transmission. Alors ça ne supprime pas la transmission en fait, non, mais la transition, voilà, pardon, ça fait en sorte que ça amortisse la transition entre l'air et le verre des rayons lumineux et que ça minimise de ce fait les réflexions secondaires. Et donc ce sont des nanoparticules. Des nanoparticules, c'est un millionième de particules. Voilà, un millionième de mètre par particule, c'est tout à fait de millimètre, pardon, un millionième de millimètre pour chaque particule. Donc on est dans des technologies vraiment de pointe qui déclinent effectivement de nos steppers, qui sont des machines industrielles de très haute technologie. Évidemment, avec la sortie du 400 mm de 8 il y a 2 ans, on est aussi arrivé à faire un traitement au fluor. Donc c'est un revêtement qui permet, qui est anti-adhésif, donc on évite de collectionner les poussières parce que les petits photons qui arrivent des fois un peu dans tous les sens ne sont pas toujours très propres, ils vous laissent un peu des choses sur les lentilles frontales, vous n'aimez pas trop ça, donc c'est effectivement quelque chose qui permet d'éliminer cette salissure assez rapidement et effectivement on va voir les avantages aussi, c'est l'effet déperlant, l'effet anti-adhésif et anti-poussière, mais il a une autre propriété importante, c'est sa résistance. Comme vos dents, quand vous les brossez, on renforce l'émail, le fluor, là, il va renforcer la lentille. Et on voit que la netteté et la dureté de la lentille est parfaitement... Voilà, ça c'est un graphique qui représente le nombre de fois qu'on nettoie la lentille avant avec une chiffonnette. On voit que plus on nettoie une lentille avec une chiffonnette, plus le traitement de surface de la lentille a tendance à s'en aller au fur et à mesure qu'on frotte la lentille. On voit que sur le traitement fluor, on a une durabilité du traitement de surface qui est beaucoup plus grande que d'autres traitements de lentilles avant d'objectifs. Donc pour les maniaques de la chiffonnette, vous pouvez y aller, il n'y a pas d'altération. Alors c'est évidemment des technologies qu'on retrouve dans les nouveautés Nikon dont tu parlais tout à l'heure, j'imagine. Oui, exactement. Donc on les retrouve essentiellement sur les nouveaux 105, tout ce qui est d'ailleurs alizéré doré dans la gamme. Donc on a la gamme 2.8, la gamme 1.4 et les zooms aussi qui ouvrent à f4 constant. Évidemment, la qualité optique est liée également aux lentilles, pas qu'au traitement. On ne s'attache pas que à faire du traitement de surface, mais on s'attache également à développer des lentilles. Et pour ça, Nikon, et c'est bien connu historiquement, ça a été nos premières lentilles à haut indice de réfraction et à très haut indice de réfraction qui vont vous corriger les aberrations chromatiques. Et là-dessus, Nikon, depuis de nombreuses années... Nikon a été la première marque à introduire une lentille à haut indice de réfraction dans une formule optique en 68. En 1968, et je vous laisse deviner sur quelle optique. Il y en a qui savent ou pas? En 1968, je vois monsieur qui peut peut-être me dire... Quelle optique était développée dans ces années-là? Non? Pardon? Oui, mais il n'était pas avec des lentilles ED à l'époque. Ah. Ok. Alors c'était laquelle? C'était le 10 mm. Le 10 mm. Le 10 mm f5.6.
Donc les avantages pratiques, oui, tu peux nous expliquer à quoi ça sert, parce que c'est bien d'avoir des lentilles à haut indice de réfraction, mais ça sert à quoi en pratique? En fait, en pratique, comme je disais tout à l'heure, je vous parlais des petits photons qui sont indisciplinés, qui veulent arriver. Ils veulent tous passer en même temps, ils n'arrivent pas au même point capteur en même temps. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va leur dire, écoute, quand tu passeras aussi bien au centre que sur les bords, tu focaliseras parfaitement dans le point image. Et de ce fait-là, on a des images au contour plus précis. Voilà, c'est-à-dire que surtout, selon qu'ils sont bleus, verts ou rouges, les photons n'ont pas une trajectoire exactement identique quand ils traversent la lentille. Et là, il faut les raisonner, il faut les discipliner. La réfraction dépend aussi de la longueur d'onde. Ce qui fait que quand on a une lentille qui n'est pas ED, on a une réfraction qui fait que le bleu, et le vert et le rouge ne focalisent pas sur le même plan focal. Le fait d'utiliser des indices de réfraction plus élevés, quand on passe du ED au super ED, on améliore cette cohérence en fait, de la lumière blanche. Évidemment, on suit par une nouvelle lentille Achéry qui en fait reprend des caractéristiques qu'offrait, qu'on pouvait offrir plusieurs lentilles à coller. Et là, on n'en a plus qu'une. Donc le bénéfice, on va le comprendre très rapidement, c'est la compacité. Et aujourd'hui, on travaille énormément là-dessus. Vous allez pouvoir avoir des zooms et des optiques, surtout des zooms à forte amplitude, tout en étant compact et plus léger. Et performant. Et performant, ça va de soi, mais on va le répéter plusieurs fois. Mais enfin, le verre fluorite qui est apparu avec fluorine, pardon, qui est apparu avec le 800 mm. Il y a une petite confusion de langage, parce effectivement. On ne sait pas si on doit dire des lentilles fluor, fluorine, fluorite. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-dessus? Alors en fait, c'est du fluor de calcium qui est utilisé. Et en français, en bon français, on va dire que c'est un verre fluorine. En anglais, on va dire que c'est un verre fluorite. Donc à ne pas confondre également avec le traitement dont on vient de parler tout à l'heure, qui est au fluor. Donc c'est vrai qu'il y a des petites confusions. Là, alors ça, c'est les optiques qui sont chez nous siglées FL. FL, donc qui ont une lentille fluorine. Voilà. Donc, et c'est quoi les avantages d'une lentille fluorine alors? Les avantages d'une lentille fluorine, faible dispersion d'aberration chromatique. Donc ça, c'est un peu comme les lentilles ED dont on vient de parler. Sauf que on va en utiliser qu'une seule et on va pouvoir effectivement réduire les constructions optiques. C'est-à-dire que c'est un verre qui a une densité un peu particulière en fait, c'est ça quand on voit l'image qui est là. La densité de réfraction est à 2 fois contre 1,5 fois pour une lentille ED. Donc on a vraiment une réfraction maximum. Et un autre avantage, c'est qu'effectivement elle est beaucoup plus légère que le verre classique, et ce qui permet de gagner et de bénéficier des fois jusqu'à 20-25% en gain de poids par rapport à la série précédente. Et les gens qui ont eu l'occasion de tester les 2.8 de 400, les 4 de 500 et les 600 s'en sont vraiment aperçus, quoi. C'est l'exemple que tu as mis dans la présentation avec ce 400 de 8. Voilà, exactement. Si on le met sur la balance, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on le sent. On voit que rien que le verre fluor, la densité du verre qui est plus faible sur le verre fluorine, permet de gagner presque 1 kg sur le poids de l'optique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que vous en êtes tous au même point, vous avez envie d'avoir des matériels plus légers. Aujourd'hui, le plus qu'on a à gagner aujourd'hui en termes d'économie de poids, c'est sur les optiques, et c'est ce qu'on est en train de faire avec notamment cette technologie FL. Exactement. Et moi, je suis le premier en paysage à faire de la marche et de la rando dans des lieux où des fois c'est dur de porter. Et on se dit, ouais, tout ça c'est bien, mais si c'était un peu plus léger, ça serait quand même plus sympa. Et on y arrive. On y travaille et on y arrive. Enfin, le développement des lentilles asphériques. Alors là aussi, je reprends le développement. Une lentille, c'est une chose. Et ici, on a réussi, et Nikon est passé maître en ça. Il a été les premiers à faire aussi des lentilles de ce type-là. Et c'est accoler plusieurs lentilles pour pouvoir effectivement canaliser les photons qui arrivaient sur les bords et sur les centres, et pour éviter ces aberrations de sphéricité qui traînent surtout sur les bords de l'image, voire les aberrations de coma. Alors qu'est-ce que c'est une aberration de sphéricité? C'est généralement, plutôt que d'avoir un photon qui arrive bien au bon point, il est un peu... en fonction de s'il passe par le centre ou par les bords. Il est indiscipliné, il va se former devant, derrière. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on voulait? C'est que ces photons-là arrivent et puissent passer sur l'axe central et la périphérie. Alors, je vais pas rentrer et pas focaliser sur le plan du capteur, ce qui fait qu'on va avoir des points qui devraient être nets et qui ne le sont pas. En fait, ce sont des tâches. Et ça devient des tâches. Exactement. Donc ça, c'est fortement minimisé, voire éliminé aujourd'hui. Et évidemment, c'est sans vous cacher que le 105, le 70-200 et le 19 en possèdent. Alors, il y en a 3 dans le nouveau 105 que vous avez pu voir. Il y en a 3
dans le PC 19 et il y en a jusqu'à 6 dans le 70-200. Évidemment, le nouveau 70-200 intègre une verre fluorine et une lentille HRI. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Au-delà de la qualité optique, vous avez pu comprendre qu'on a su développer là-dessus, et bien pareil, il y a un gain de poids qui n'est pas négligeable et on passe en fait de 1,540 kg à 1,430 kg. C'est 110 grammes, mais c'est toujours 110 grammes. Et quand on emporte plusieurs dans son fourre-tout, dans son sac à dos, moi je peux vous dire, encore une fois, c'est appréciable. Et Nikon s'acharne à chasser le poids parce qu'il a compris que vous étiez à cette recherche-là, à ces attentes-là. Ouais, bien sûr, mais ce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas parlé de tout dans cette présentation, mais il y a encore bien d'autres choses qu'on pourrait dire. C'est vrai que tu le disais tout à l'heure, Jean-Luc, dans le nouveau 70-200, il y a 23 lentilles en 18 groupes. 22 lentilles en 18 groupes. Vous imaginez le calcul optique qu'il y a derrière, avec en plus des lentilles qui ont des surfaces complexes parce qu'elles sont asphériques. Elles ont des indices de réfraction qui ne sont pas les mêmes de l'une à l'autre. En termes de conception, c'est quelque chose d'assez dingue. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le faire parce qu'on a aussi le bénéfice des calculateurs. C'est-à-dire que les ordinateurs calculent de plus en plus vite. On est capable de calculer ces formules optiques aujourd'hui. On n'était pas capable de les calculer il y a encore 10 ans. Parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments avec des surfaces complexes, avec des comportements particuliers. Et que ça, le computing, ce qu'on appelle le computing, le calcul de formules optiques par ordinateur, permet d'y arriver. Donc, on est capable d'introduire toutes ces technologies aussi parce qu'on est capable derrière de calculer les formules optiques qui vont avec et qui permettent de gagner de la qualité optique tout en réduisant le poids, tout en, à ce que l'équation globalement soit dans une marge dans une progression encore très très forte en termes de rendement lumineux, de rendement en termes de piqué, de rendement en termes plutôt de perte de reflets parasites, donc des lentilles qui ont plus de contraste. Les images fantômes, donc, le flair. Globalement, le niveau s'améliore de par les technologies qu'on a introduites dans les objectifs et de par le fait qu'on est capable aujourd'hui de les modéliser. Mais tout ça, c'est très bien. Pour l'instant, on a de belles optiques. On parle beaucoup d'optique, mais c'est vrai qu'une optique, c'est pas que des lentilles non plus. C'est pas que ça, c'est pas que des lentilles. Elles peuvent être parfaitement performantes, mais si on les monte pas correctement, s'il n'y a pas le côté approche mécanique, et la mécanique, on l'aperçoit dès qu'on prend une optique dans les mains, on sent sa densité, on sent la fluidité des mises au point. On aime tous ça. On aime tous qu'elle soit parfaitement souple à l'utilisation. Le meilleur exemple en est la gamme chez nous des objectifs à décentrement et à bascule. C'est de l'orfèvrerie mécanique. Ça fait penser un peu aux montres suisses. Et effectivement, ça nous emmène notamment sur les 19, ceux qui auront l'occasion de l'essayer tout à l'heure au bar optique, il faut le faire. On a une vis molletée là, qui permet de décentrer tout doucement. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. C'est pour votre plaisir. Nikon y est attaché. C'est vrai que Nikon s'attache aussi à dire une optique, il faut l'aimer, il faut la prendre en main, il faut qu'on se sente bien avec elle. C'est comme ça qu'on va sur le terrain et on se dit waouh, là je vais m'éclater, je vais me régaler avec ça. Et c'est possible. Ça participe au plaisir de faire de la photographie. Bien sûr, ça participe au plaisir. Et effectivement, dans la MPC aujourd'hui, enfin, on a toute la gamme. On a le 85 pour faire du packshot, pour faire du portrait, pour faire éventuellement des choses qui méritent des bascules sur certains objets avec ces focales-là. Et on a adapté chaque focale à vraiment tout ce qu'on peut faire sur le terrain. Et le côté mécanique ici reprend vraiment du sens. Et c'est vrai que c'est aussi pour la pérennité dans le temps. Une optique, c'est ça. C'est quoi? C'est sa robustesse, c'est sa qualité, la durée dans le temps. Et Nikon, travaille énormément là-dessus et s'y attache. Ah bah oui, mais là, alors, effectivement. On parle encore d'agrément en fait dans l'utilisation d'optique. Alors, les photons, ils en avaient marre de passer à travers des lentilles où il y avait du bruit autour d'eux et ils supportaient plus. Donc ils se sont dit, on va faire des moteurs Silent Wave Motors. En fait, ce sont des moteurs à ondes silencieuses en français. Et effectivement, il n'y a plus d'engrenage, donc plus de bruit. Et en fait, tout simplement, l'autofocus est géré par un champ électromagnétique. Et ça se fait rapidement, sans friction et avec une précision rapide. Parce que c'est ce qu'on cherche des fois. Précision, rapidité, silence. Et silence. Et Eric, tout à l'heure, qui nous parlait d'urgence, lui qui est toujours dans l'urgence, il va se dire waouh, ça c'est vraiment du pain béni pour moi, quoi. J'ai pas à tâtonner, j'ai pas à reprendre le point, ça y va, quoi. Et qu'on fasse de la photo ou de la vidéo, c'est aussi important d'avoir une mise au point silencieuse quand on fait de la vidéo aussi. Et d'autant plus, parce qu'on a développé effectivement
des moteurs, même sur les entrées de gamme, notamment les AFP, qui équipent les 3400, c'est le 1855, le 70300. Et là, en vidéo, eh ben, les gens vont apprécier. Donc même aux gens qui commencent et débutent avec un appareil photo chez nous, aujourd'hui, on leur offre cette technologie et ces possibilités-là. Et oui, là, on arrive encore avec du confort d'agrément parce que souvent, on est dans les... Alors, c'est surtout pour les gens qui font de l'animalier. Moi, je suis moins concerné dans le paysage parce qu'on utilise un trépied. Mais en fait, les gens qui font de l'action, du reportage, bah, la stabilisation... On en a entendu parler tout à l'heure dans la conférence de Vincent Curucci qui disait combien des fois ça pouvait lui être utile pour défiler quand il est dans un hélicoptère qui photographie des sujets en mouvement. C'est bien d'avoir des aides comme celle-là. Exactement. Alors effectivement, la stabilisation optique, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est tout simplement une petite lentille qui est accolée à un système de stabilisation et qui va se déplacer, qui va vous gérer le mouvement de votre appareil photo en limitant le flou de bouger, et cela à des vitesses jusqu'à 4 IL en dessus de la vitesse recommandée. Alors souvent on travaille, quand on utilise un 500 mm, la vitesse préconisée c'est au moins le 500e, donc c'est toujours 1 sur la focale, et là le gain est réel parce que vous allez pouvoir vous descendre de 4 valeurs IL et shooter au 125e avec un 500 mm, et ben c'est quand même du confort. Et souvent ça sauve une image, ne serait-ce que dans des sous-bois quand vous faites de l'animalier, etc. Alors évidemment, comment que ça fonctionne? Tout simplement, la petite lentille va se déplacer. Alors on a déjà un gyroscope en fait qui détecte le mouvement et qui donne l'instruction de déplacement de la lentille mobile à l'intérieur de l'objectif. Voilà, et c'est cette lentille qui va se déplacer dans le sens inverse du mouvement qu'il a détecté, que le gyroscope a détecté. Alors, qu'est-ce qui est apparu récemment sur quelques optiques et surtout, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le nouveau 70-200, c'est le VR Sport. Et le VR Sport est vraiment... Ah oui, dans tous les sens. Hein. Dans tous les sens, et vous avez chez Nikon un système qui détecte automatiquement quand vous voulez faire un mouvement de filet. Voilà, j'allais dire. Non, vas-y. Vas-y. Si vous voulez faire par exemple un coureur cycliste qui passe devant vous, voilà, puis vous voulez que le fond soit tout en filet, à partir du moment où vous faites un mouvement horizontal comme ça, le gyroscope va détecter que c'est un mouvement de panne, ce qu'on appelle de horizontal. Celui-là, il va pas s'en occuper. S'il détecte que c'est vous qui bougez la caméra dans une forte amplitude, il dit OK, donc ça c'est pas une vibration, ça c'est un mouvement volontaire. Par contre, si vous tenez l'appareil à la main et que vous êtes dans une amplitude de mouvement qui est très courte, il va dire ah ça c'est de la vibration, donc ça je vais corriger. Donc on a cette intelligence qui est intégrée dans l'optique. Ça c'est une exclusivité Nikon. Et c'est ce qu'on va développer donc sur le VR Sport qui vous permet effectivement aussi d'assurer lors du déplacement de la lentille. La stabilisation se fait là où était la lentille précédemment et elle se déplace moins au moment du déclenchement, et vous avez comme ça, vous préservez un cadrage beaucoup plus précis que sur la stabilisation classique. Voilà, normalement une stabilisation au moment où vous déclenchez, elle recentre la lentille pour bénéficier d'une grande amplitude de mouvement. Alors ça diminue un tout petit peu l'amplitude de stabilisation disponible, parce qu'elle va se retrouver peut-être plus rapidement dans les limites de son mouvement. Mais à l'usage, on se rend compte qu'en tout cas, c'est beaucoup plus efficace, et surtout, ça vous permet d'avoir un cadrage qui est beaucoup plus précis entre ce que vous voyez dans le viseur et ce que vous obtenez sur la photo derrière. En tout cas, si vous voulez parler de qualité optique, non, la lentille qui est stabilisée a été calculée par rapport à tout le groupe optique et on n'a aucune perte de qualité en termes de résultats, netteté et piqué. Vous avez certainement vu apparaître récemment aussi sur les dernières optiques qu'on a commercialisées la petite lettre E juste après l'ouverture maximale de l'optique. Et à quoi ça correspond? Vous avez des idées? Le PC par exemple, 19E, non, ça vous dit rien. En fait, E, c'est tout simplement le diaphragme électromagnétique qui remplace chez nous le diaphragme mécanique qui était avant actionné par une cam. Et aujourd'hui, le fait d'avoir mis un diaphragme effectivement électromagnétique, c'est une meilleure précision, une meilleure régularité et surtout moins de retours en SAV pour les pannes de cam, parce que nombre était de photographes qui changeaient violemment leurs optiques des fois ou étaient dans des milieux hostiles et se faisaient dans la précipitation. Donc voilà. Et alors on va faire un petit quiz tout de suite. Là vous voyez quelques lamelles de diaphragme. Non, les petites lamelles de diaphragme, je voulais en parler. Ah ok, excuse-moi. Ah ouais, donc combien de lamelles de diaphragme vous voyez ici? Beaucoup?
mais plus précisément. Il y en a 9. Alors, Et vous avez une idée pourquoi on en a mis 9 et pas 7, pas 8, pas 10, pas 12? Non? ouais, 9. Et il y en a 9. Et il y en a 9 pourquoi? En fait, des fois, on choisit souvent de mettre un nombre impair. Comme ça, on n'a pas un motif régulier, parfaitement régulier. Voilà, Mais par contre, on ça a... évite l'effet géométrique de, Voilà. la forme du diaphragme. Voilà. Par contre, effectivement, avec 9 lamelles du diaphragme, eh ben, on approche du cercle parfait. Et effectivement, ça confère vraiment au bokeh ces bouts flous qu'on recherche. Et Voilà, ceux qui étaient là dans la conférence voilà. de tout à l'heure, Bah, voilà. vous l'avez vu, les bulles, ce qu'il appelait les bulles de derrière lumière. étaient magnifiques. Voilà. Et elles sont Et c'est parfaitement rondes parce que le diaphragme est très circulaire. Voilà. Et c'est Et ça donc- qui fait la beauté du rendu du flou, justement. Et évidemment, bah, vous allez les retrouver dans toutes les dernières optiques qui étaient le 105, le 70-200, le 19. Allez, Et ben, on révise vite fait. Là, on avant- révise parce qu'on veut voir si vous avez suivi. Parce que la stabilisation, c'est quoi chez Nikon? C'est quoi le sigle, l'acronyme? Allez, je vous ai aidé. VR, allez, Je vous ai- parfait. ouais, vous avez Super. compris. Ah, t'as triché. Ok. C'était pour lancer le truc. Allez, Moteur SWM intégré. comment on reconnaît une optique chez Nikon qui a un moteur SWM? C'est siglé comment? Non, c'est ça, mais non, plus simple, plus simple. Quand vous Allez. regardez l'étiquette de votre, Voilà. sur votre objectif, qu'est-ce qui vous indique que c'est un moteur silencieux? Pardon? Le? Non. Ah non, le Le- N, non. on va y Ça vient- venir. On va y venir, mais bon. Gardez la réponse pour plus tard. Bah. Allez, monsieur triche, mais on le laisse voir. Alors, Allez. ça Qu'est-ce commence par quoi le nom de votre optique? Non, c'est pas ED, ça c'est la fin, à mon avis. La toute première indication AF, Eh S. bah, c'est AFS. Et AFS, S comme, vous l'avez dit, S comme silencieux. Voilà. Donc les optiques AFS sont les optiques dotées d'un moteur SWM. On avait bon. Les lentilles. T'as mis la Ah, réponse. je suis allé trop vite. Allez, Bon, celle-là, on l'a allez grillée. reviens en arrière. Non, bah, laisse tomber, c'est bon. Verre à faible dispersion. Vers un faible ED. Merci. Merci, ED ou bravo. super ED. Donc Voilà. ça, c'est aussi ça rentre dans la dénomination des optiques. Traitement nanocristal. Ah, Ah, bravo. voilà. Eh ben voilà, vous l'aviez. Merci. Voilà. Ben, ça touche à sa fin. On va peut-être vous envoyer en Un diaphragme électromagnétique. On l'a vu. Ah, bah oui, pardon. Pardon voilà. Voilà. Donc maintenant, vous savez à quoi correspondent tous ces acronymes un petit peu obscurs qui habitent sur la... Ouais, mais alors, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qu'on met comme ça, ça paraît effectivement peut-être difficile à comprendre. Mais vous avez vu à travers cette présentation que chacune de ces lettres qui composent le nom de votre optique, ça correspond à une technologie. Et que ce qui fait la qualité d'une optique chez nous, c'est aussi justement Voilà. tout ce qu'on a mis dedans comme savoir-faire et comme science. Et donc c'est ça qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est vous dire, voilà, quand vous achetez une optique Nikon, vous achetez pas juste un bouchon pour mettre sur votre boîtier. Vous achetez vraiment une optique qui a été développée avec beaucoup de savoir, avec beaucoup de savoir-faire et de technologie. Merci et je Merci vous invite beaucoup à passer. de votre participation à cette conférence, et puis on vous invite à vous rendre au bar optique pour faire des tests sur justement cette magnifique gamme Nikkor. Bonne fin d'après-midi à tous et à très bientôt. Bonsoir et merci.